Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous accueillir aussi nombreux, ça me fait plaisir, pour ce rendez-vous santé qui nous a été proposé par le centre hospitalier et l'équipe de gynécologie avec le docteur Ramani et le docteur Tron. Donc c'est avec plaisir qu'on va mettre en place ce nouveau rendez-vous santé. Au nom de Madame le maire qui devrait passer dans la soirée, je vous remercie de votre présence. Je note aussi la présence de ma collègue élue Mélanie Massot, de Monsieur Curti, directeur adjoint qui représente Monsieur le directeur du centre hospitalier, de mon collègue gynécologue le docteur Attier, le docteur Mancheron, que tout le monde connaît, et merci à tous. La présence aussi de la maison des adolescents, parce que nous avons sur Saint-Quentin une maison des adolescents depuis 1 an et demi avec Simon Chastanier qui est son coordonnateur, donc merci à vous d'être ici. Et puis l'équipe du pôle santé handicap que je coordonne avec Nadia Lakowski qui est la directrice, Christelle Jevers que vous connaissez et l'équipe qui est là autour. Donc merci beaucoup et d'accueillir Madame le professeur Cabri-Goubet. Donc, je vais vous laisser vous présenter, je vais vous laisser mener cette conférence. Je vous remercie et j'espère après plein d'échanges pour tous et une bonne soirée. Donc merci pour cette introduction, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Donc, pour me présenter, moi je suis quelqu'un un petit peu du coin, parce que je suis originaire de la région de Péronne. J'ai fait donc mes études de médecine à Amiens, une formation ensuite en gynécologie médicale. Et dans le cadre de ma formation, j'ai été interne au centre hospitalier de Saint-Quentin, où j'ai créé beaucoup de liens avec tous les médecins, les sages-femmes, toutes les équipes soignantes. Et donc, dans la suite de mon parcours, j'ai fait une spécialisation en médecine de la reproduction. Cette spécialisation m'a amenée à être maintenant responsable du service de médecine et biologie de la reproduction du CHU et également du SECOS de Picardie. Le SECOS, c'est là où on congèle les ovocytes, les spermatozoïdes et où on gère la banque de dons d'ovocytes et de dons de sperme. On va y revenir dans le courant de la présentation. Je me suis aussi beaucoup intéressée du fait de ces questions et de ces problématiques qui forcément soulignent beaucoup de questions éthiques au droit. Et donc j'ai suivi une formation en éthique médicale et en droit de la santé pour compléter un petit peu ce profil et pour pouvoir un petit peu en savoir un peu plus sur tous ces éléments et les approfondir au maximum. Donc pourquoi on est là? Finalement, la médecine de la reproduction, c'est une technique assez récente à l'échelle de l'histoire de la médecine et de la gynécologie. 1978, c'était la première naissance dans le monde d'un enfant par fécondation in vitro. C'est en Angleterre que Louise Brown est née. Et donc, cette petite fille, bien sûr, elle a grandi. Et puis en 2018, vous voyez qu'elle a fêté ses 40 ans. Alors, Louise Brown, son travail maintenant en tant que premier enfant né de fécondation in vitro, elle a monté une start-up. Et en fait, elle se déplace dans le cadre des différents congrès de médecine de la reproduction. Donc, pour nous, les gynécologues de la reproduction, on fait des selfies quand on la croise dans les allées des congrès. Et donc vous voyez, je dis toujours, on s'est posé la question quand elle est née, comment ça allait se passer, la génétique, l'épigénétique. Elle est très anglaise, Louise Brown. En France, cette première grossesse en fécondation in vitro, c'était en 1982, c'était Amandine, qui est beaucoup moins médiatisée que Louise Brown. Et puis vous retrouvez ici le bonjour d'Amandine, hop, je reviens sur celle-ci. Et pour ceux qui le reconnaîtront peut-être, le professeur René Friedman, qui est un gynécologue obstétricien de l'hôpital Clamart à Paris. Et c'est lui qui, en France, a mené toutes les premières dans notre domaine. La première naissance en fécondation in vitro, le premier diagnostic préimplantatoire, c'est quand on fait des tests génétiques sur les embryons. Et puis plus récemment encore, c'est dans son équipe qu'a eu lieu la première greffe d'utérus en France. Donc la première naissance, c'était en 1982 en France. La première loi de bioéthique, puisqu'on va parler ensemble de la loi de bioéthique, finalement, celle dont on a beaucoup parlé dans les médias, c'est pas la première loi de bioéthique, c'est la 4e. Il y en a eu plusieurs auparavant. La première, elle date de 1994. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en 1982, les techniques se sont développées.
on a pu faire un petit peu, entre guillemets, tout ce qu'on voulait dans les laboratoires. En tout cas, il n'y avait pas de limitation ou de limite qui était fixée. Dans les années 90 sont arrivés les tests génétiques sur les embryons, et puis là on s'est dit, quand même, finalement, il peut se passer des choses dans ces laboratoires, et il va falloir donner un cadre. Donc la première loi de bioéthique, elle est arrivée en 1994, elle a été révisée en 2004, en 2011. Elle devait être révisée en 2019, ça n'a pas été le cas à cause des gilets jaunes, ça a été repoussé d'un an. 2020 arrive le Covid, et donc cette nouvelle loi de bioéthique a encore été repoussée d'un an, et en fait elle a vraiment été mise en place à partir du 2 août 2021. Donc il y a une révision régulière, la révision est prévue pour 7 ans après 2021, en tout cas c'est le calendrier qui est fixé. Une autre petite anecdote, vous voyez ici cette date du 2 août 2021, finalement elle n'est pas du tout anecdotique parce qu'on sait que la plupart des lois qui ont été votées, par exemple la loi sur l'IVG en son temps dont on a beaucoup parlé récemment, l'a été aussi finalement en plein milieu du mois de juillet, du mois d'août, parce que ça fait ressurgir la question du mariage pour tous, des anti-mariages pour tous, etc. Et donc souvent ce type de loi relative à la bioéthique sont plutôt votées sur ces périodes de creux d'un point de vue médiatique. Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de nous demander si tout ce qui est techniquement possible est humainement souhaitable. Cette phrase, elle est vraiment très importante parce que le champ du possible maintenant, avec l'évolution des techniques, est vraiment très important. Donc la loi, elle suit tout un parcours particulier. Il y a bien sûr eu les états généraux de la loi de bioéthique, puis le projet de loi au gouvernement, etc., passage devant le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale. La loi, elle est composée de 43 articles, donc je vous rassure, on ne va pas tous les aborder ce soir, j'en ai choisi 3 qui vont vous donner les champs principaux, et il y a eu 40 arrêtés et décrets d'application. Donc nous, finalement, on a vécu au rythme, depuis 2021, de la parution de ces décrets. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, il y avait un nouveau décret qui nous donnait le cadre de l'exercice. Donc les 3 points clés de cette loi de bioéthique versus donc 2021, le premier point, c'est le chapitre qui a été le plus médiatisé, c'est l'accès à l'AMP. Donc l'AMP, c'est pour l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes. Donc, depuis cette loi, la loi de bioéthique, les centres d'AMP en France se sont ouverts donc, aux femmes des couples hétérosexuels. C'était déjà le cas, puisqu'auparavant, c'était ces couples hétérosexuels qui avaient des indications médicales que l'on prenait en charge. Mais la loi s'est également ouverte aux couples de femmes et aux femmes non mariées, c'est-à-dire aux femmes seules. Mais vous allez voir que le terme de la loi qui est requis, c'est celui de femmes non mariées. Vous allez voir un petit peu après pourquoi. Donc on ne les appelle pas les femmes seules, on ne les appelle pas les femmes célibataires, on les appelle les femmes non mariées. Donc il n'y a pas de limite d'âge inférieur dans le texte de loi. Donc ça veut dire que si on met la loi en application, la limite inférieure, c'est la majorité, c'est 18 ans. On va en reparler également ensuite. Ça veut dire qu'une femme non mariée, une femme seule, qui se présente à partir de ses 18 ans, à l'heure actuelle, peut demander en France un don de spermatozoïdes et peut demander d'envisager une grossesse par don de spermatozoïdes. Il y a une prise en charge par la sécurité sociale qui est assurée pour les indications médicales et sociétales. Donc ces nouvelles indications des couples de femmes et des femmes non mariées, c'est ce qu'on appelle les indications sociétales. On s'était posé la question de savoir finalement est-ce qu'on allait garder la prise en charge sécu pour les indications médicales et qu'il y aurait éventuellement une prise en charge possible en France pour les indications sociétales mais qui resterait à la charge des patients. Ça n'a pas été le cas, le texte de loi a d'emblée ouvert la prise en charge à toutes les indications. Donc si on reprend un petit peu ces éléments, c'est pour vous montrer un petit peu dans les textes de loi finalement comment on peut un petit peu s'amuser à regarder ce qui se passe. Une femme qui est mariée, qu'elle soit mariée avec un homme ou une femme, si elle se présente seule dans notre laboratoire, elle ne peut pas demander à bénéficier d'une prise en charge avec un don de spermatozoïdes. Ça paraît, on va dire, assez logique si elle est en couple, mais vous allez voir que maintenant, avec toutes ces ouvertures, il y a plein de choses qui sont possibles. Et pourquoi? Parce que comme elle est mariée, eh bien, si elle se présente seule et qu'elle accouche d'un enfant, cet enfant, le père de l'enfant, si elle est mariée, ce sera son mari. Or que quand on fait un don de spermatozoïdes et qu'on est une femme seule, on reconnaît la filiation de l'enfant toute seule. Ça veut dire que dans les femmes seules que l'on a eu beaucoup de femmes qui avaient eu un parcours de vie
et qui avait été mariée, qui était en cours de séparation, qui n'avait pas d'enfant ou qui avait des enfants, qui souhaitaient un autre enfant, qui sont venus nous voir en disant je suis seule et je demande un don de spermatozoïdes parce que j'ai 38 ans, 39 ans, 40 ans. Ces femmes-là, si le divorce n'est pas prononcé, on ne peut pas les prendre en charge, même si elles se déclarent seules, parce qu'en fait, si elles accouchent, tant que le divorce n'est pas prononcé, c'est le père de l'enfant qui est reconnu père de l'enfant. Une femme qui est en couple, qu'elle soit en couple avec un homme ou une femme, à partir du moment où le couple n'est pas marié, pourra de fait avoir accès à un don de spermatozoïdes. Donc ça, c'est un nouveau concept qu'on appelle la maternité solo. La maternité solo, c'est pas avoir un enfant toute seule. La maternité solo, c'est être en couple, mais décider d'avoir un enfant toute seule. Donc ça, c'est possible, et parfois on a certaines demandes de couples hétérosexuels, donc un homme et une femme, qui en soi pourraient ensemble avoir des enfants, mais, alors en général, c'est plutôt ce chapitre-là que l'on a chez nous. Le monsieur a déjà des enfants, il est en couple avec une femme qui n'a pas d'enfant, lui-même ne veut pas avoir d'enfant, mais il ne veut pas priver sa compagne de pouvoir avoir un enfant, donc il l'accompagne dans sa démarche, mais elle va demander un don de spermatozoïdes, elle va reconnaître l'affiliation de l'enfant. Donc ce concept de la maternité solo, c'est le fait d'avoir un enfant seul, même si on est en couple. Le principe de non-discrimination a été ajouté au texte de loi initial. Là aussi, dans les projets du texte de loi, il y avait la question de la sécurité sociale et puis il y avait la question de la priorisation des indications médicales. Le texte de loi était très clair. Nous n'avons pas le droit de prioriser les indications médicales. Donc, c'est vraiment l'ordre d'inscription qui prévaut à la distribution des paillettes et on ne peut pas prendre prioritairement les indications médicales par rapport aux indications sociétales. Donc les délais d'attente sont identiques, quel que soit le statut matrimonial des gens qui s'inscrivent chez nous. Alors pour vous montrer un petit peu une évolution des chiffres, c'est toujours important de regarder. Vous voyez que pour l'année 2021, c'est-à-dire notre rythme de croisière avant la loi, on réalisait environ 62 inséminations avec don de sperme par an. Donc l'insémination, c'est la technique la plus simple qu'on peut utiliser. On va stimuler la patiente, on va faire qu'elle ait une ovulation de bonne qualité. Et au moment de l'ovulation, on va concentrer les spermatozoïdes, ici des spermatozoïdes de donneur, et on va les rapprocher à l'intérieur de l'utérus. L'ICSI, c'est la deuxième petite ligne que vous voyez, les ICSI elles sont en rouge. L'ICSI c'est quand on fait de la fécondation in vitro, qu'on va prendre un ovocyte, un spermatozoïde, on va les mettre en contact et on va replacer l'embryon qu'on va obtenir dans l'utérus de la patiente. Donc 2021, la nouvelle loi se met en place, mais on est sur les chiffres antérieurs, donc vous voyez une centaine de tentatives par an, et puis vous voyez cette augmentation très importante en 2022 et 2023, puisque l'augmentation du nombre de tentatives, ça a été x6 ou x7. Donc c'est là où on a été un peu surpris. Alors on savait qu'on allait avoir une vague de demandes, les patientes qui étaient en attente de cette nouvelle loi, elles l'attendaient depuis 2017, 2018, puis après il y a eu les décalages. On nous avait fait des projections. Les projections, elles disaient x3. Donc les chiffres d'activité ont été 2 fois supérieurs aux projections qui étaient attendues. Alors on va encore jouer un petit peu et s'amuser un petit peu avec cette nouvelle loi, puisque sur l'aspect des prises en charge, il y a également dans la nouvelle loi une limitation. Alors avant on disait de l'âge paternel, maintenant on ne peut plus dire l'âge paternel, on dit l'âge du conjoint numéro 2, qui peut être un homme ou une femme. Donc avant cette loi de 2021, il n'y avait pas de limitation d'âge, c'est-à-dire qu'au sein des centres, chaque centre en général se fixait une limite d'âge, mais tous les centres pouvaient finalement prendre en charge les patients jusqu'à des âges très âgés. On a décrit des grossesses qui ont été initiées à partir de spermatozoïdes d'hommes de 80, 85 ans, etc. Donc maintenant la loi en France, elle fixe cette limite d'âge à 60 ans. Donc si vous voyez, si un couple est marié et l'homme a plus de 60 ans, eh bien à ce moment-là, du fait du texte de loi, on ne pourra pas prendre en charge le couple en intraconjugal. C'est-à-dire s'ils arrivent à avoir un enfant tout seul, tant mieux, mais s'ils n'y arrivent pas tout seuls et qu'ils ont besoin de nous, légalement, en France, ça ne sera pas possible. Si le couple est marié et la femme a plus de 60 ans, donc là on est dans un contexte d'un couple de femmes, couple de femmes mariées, la conjointe numéro 2 a plus de 60 ans, impossibilité d'avoir recours au don de spermatozoïdes, or que, on va dire, c'est un couple de femmes et que finalement c'est un don de spermatozoïdes et que la femme, elle pourrait le demander toute seule.
Dans ces situations-là, c'est là où on voit les choses un peu rigolotes de la loi, c'est qu'on est obligé de dire aux gens, maintenant il faut divorcer. Donc vous venez nous voir, vous avez besoin d'un don de spermatozoïdes. Légalement, on ne peut pas le faire parce que votre conjointe a plus de 60 ans, vous êtes marié. La seule possibilité, c'est de divorcer et que vous, la personne qui souhaite porter la grossesse, vous demandiez un don de spermatozoïdes au titre de la femme non mariée, de la femme seule. La différence entre les deux, c'est que dans cette situation où il y a divorce, à ce moment-là, la prise en charge est possible, mais la filiation, c'est uniquement la patiente qui a porté la grossesse. L'autre femme ne peut pas être reconnue mère de l'enfant dans ce cadre-là. Si le couple n'est pas marié et l'homme a plus de 60 ans, à ce moment-là, on pourra prendre en charge la femme du couple, toujours avec mon histoire de maternité solo, mais si son conjoint il a des spermatozoïdes, on n'aura pas le droit de les utiliser, on aura uniquement le droit d'utiliser un don de spermatozoïdes, puisqu'à ce moment-là, couple non marié, la femme peut demander une prise en charge, mais par don de spermatozoïdes. Donc si elle est en couple avec un homme, ce ne sera pas avec les spermatozoïdes de son conjoint. Si le couple n'est pas marié et la femme a plus de 60 ans, la prise en charge en don de spermatozoïdes au titre de la maternité solo est possible. Et là, on retrouve cette notion de divorce éventuel. Donc, c'est pour vous montrer des illustrations, des petits cas, mais à la fois, c'est des situations finalement qui s'opposent de manière assez récurrente quand même dans les questions et dans les demandes que l'on peut avoir. Donc là, c'était pour balayer un petit peu cette question des nouvelles patientes que l'on prend en charge et des critères d'âge qui sont importants. Le deuxième chapitre, qui a été modifié dans le cadre de cette loi de bioéthique, c'est ce qu'on appelle l'accès aux origines dans le cadre du don de gamètes et d'embryons. Donc les gamètes, c'est les ovocytes et les spermatozoïdes, donc dans le cadre du don d'ovocytes, don de spermatozoïdes et don d'embryons. Alors avant, il y avait ce qu'on appelle un anonymat complet. L'anonymat complet, ça veut dire au moment où le don se fait, aucune des parties ne peut se connaître. Donc les gens qui donnent ne peuvent pas connaître les gens qui reçoivent, les gens qui reçoivent ne peuvent pas connaître les gens qui donnent, et l'enfant qui naît du don ne pourra pas connaître la personne qui a donné. La loi s'est modifiée, et elle s'est modifiée finalement sous le poids d'enfants nés du don qui sont devenus adultes, qui ont monté des associations. Vous voyez, le cycle, nous, c'est l'assistance médicale à la procréation. Et puis, l'association principale des enfants nés de don, elle s'appelle PMA, pour procréation médicalement anonyme. Les gens de cette association, ils sont allés demander au droit français à connaître l'identité du donneur. Le droit français a dit, non, l'ancienne loi de bioéthique a dit c'est anonyme, donc pas de levée possible de l'anonymat. C'est quelque chose qui commençait déjà à travailler un petit peu avec la question des accouchements sous X, un petit peu sur la même période. Donc après, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, elle leur a donné raison aux enfants issus du don. Elle a dit cette petite phrase, le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de la vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personnelle, dont l'identité des géniteurs fait partie. Et à partir du moment où la Cour européenne dit au droit français il y a un problème dans votre loi, eh bien s'il y a un changement de la loi, eh bien on est obligé de respecter cette directive européenne. Donc finalement, c'était peut-être pas une très bonne idée de changer la loi et de changer ces deux aspects-là en même temps, parce qu'on augmente les demandes et on fait baisser les donneurs potentiels, mais à la fois, pour permettre aux couples de femmes et aux femmes non mariées de bénéficier d'un don de spermatozoïdes, il fallait changer la loi, et à partir du moment où on changeait la loi, il fallait changer ce point. Donc on ne parle pas au sens strict de levée d'anonymat. Une levée d'anonymat, ça veut dire qu'au moment du don, les gens se choisissent et se connaissent. Ça, on sait que ça n'est pas possible. Le don est toujours anonyme au moment du don, avec ce qu'on appelle un accès aux origines. L'accès aux origines, il ne peut être déclenché que par la personne issue du don, quand elle a 18 ans, donc c'est plus un enfant. Ça veut dire que le donneur, il ne peut pas demander à connaître l'identité des enfants nés de son don. Les couples receveurs ne peuvent pas demander à connaître l'identité du donneur, et il n'y a que l'enfant, s'il en est demandeur, qui peut réaliser cette démarche. Alors de toute façon, on était un petit peu obligé de faire ça, parce que finalement, il se passe quelque chose, on va dire, à côté des sécos, là où on organise tous ces dons d'ovocytes et dons de spermatozoïdes, c'est qu'on observe un essor des tests génétiques d'accès direct.
Alors cette petite histoire-là, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est souvent des choses qui sont un peu à la mode en ce moment, surtout dans les repas de famille. On prend une enveloppe, chacun met un cheveu dans l'enveloppe, puis on envoie l'enveloppe dans une plateforme de génétique en Belgique. Et la plateforme de génétique, elle va vous répondre, vous avez 20% de sang italien, vous avez une grand-mère, ou à la 6e génération, vous avez quelqu'un qui avait du sang islandais, etc. Donc c'est à la mode. Ça crée des fois des situations cocasses dans les familles. Il y a des films qui se régalent de ça. Et en fait, le coût de faire ça a beaucoup baissé. Avant, ça coûtait entre 500 et 800 € de faire cette analyse de sa carte génétique. Maintenant, le coût est de moins de 100 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Et en fait, quand on envoie ça en Belgique, on signe un contrat. Le contrat, en général, il est écrit en néerlandais, donc on ne comprend même pas ce qu'on signe. Et dessus, c'est écrit qu'en faisant ça, on dépose notre matériel génétique sur cette fameuse plateforme. Et donc les enfants issus du don français, eux, ils vont eux-mêmes déposer leur propre matériel génétique sur la plateforme et eux, ils vont payer très cher pour réaliser ce qu'on appelle des matchings, c'est-à-dire que tous les ans, ils demandent à la plateforme génétique de dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déposé son cheveu sur la plateforme qui correspondrait à mon profil génétique. Alors les chances que le donneur lui-même il dépose son cheveu, elles sont faibles, mais en fait ça travaille comme dans les enquêtes judiciaires. Dans une enquête judiciaire, c'est rare que le sang qui a été retrouvé corresponde à quelqu'un qui est fiché. Mais finalement, quand on fait ce matching au niveau judiciaire, on va dire à partir d'une personne qui est fichée, au 6e, au 8e degré, on a retrouvé 10%, 15% d'analogie au niveau de la génétique. Et donc on transmet aux enfants issus du don un nom français, en disant, vous voyez, cette personne-là a déposé son cheveu, et on sait qu'au 8e degré, c'est quelqu'un de votre famille. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un arbre généalogique de la personne, et ils testent, ils s'approchent des gens, ils essaient de récupérer des éléments génétiques pour les tester, pour retrouver leur donneur. Donc de toute façon, continuer à dire aux gens, à l'heure actuelle, faites un don anonyme, on sait que c'est se voiler la face, puisque beaucoup d'enfants nés de dons ont réussi à retrouver leur donneur ou leur géniteur, et chaque année ça augmente. Au début il y en avait 2 ou 3, on se dit bon ça va être anecdotique, puis l'année d'après il y en avait 15, et puis maintenant il y en a 300, et tous les ans c'est un facteur multiplicateur. Donc il était important de permettre cet accès aux origines. Il est possible, vous avez compris, à partir des 18 ans de l'enfant, à sa demande, par un organisme intermédiaire qui s'appelle la CAPAD, qui est l'équivalent de la CNAOP qui gère les accouchements sous X. La personne issue du don a le choix soit d'accéder à des données non identifiantes, ça va être la couleur des yeux, des cheveux, la taille, le poids, est-ce que le donneur avait des enfants, quel a été son parcours de formation, est-ce qu'il avait des passe-temps, et puis la personne qui donne peut laisser un commentaire libre pour exprimer pourquoi il a réalisé un don. Et puis, parmi ces éléments, il y a aussi le choix d'accéder aux données identifiantes. Donc maintenant, tous les donneurs, ils remplissent un questionnaire données non identifiantes, un questionnaire données identifiantes, et ils sont obligés de valider au moment du don qu'ils sont d'accord pour cet accès aux origines, sinon ils ne peuvent pas donner. Donc il y a un accompagnement médical et psychologique, bien sûr, qui encadre tout ça, et fait assez marquant, dans le cadre du droit français, on pensait que ça ne serait pas possible et que ça n'arriverait jamais, c'est-à-dire on savait bien que la loi allait certainement changer, mais on pensait que ce serait prospectif. À partir d'une certaine date, on change le système. Mais la loi, elle est rétroactive. C'est-à-dire que toutes les personnes issues de dons qui sont adultes maintenant peuvent demander, contacter cet organisme, la CAPAD. À ce moment-là, l'organisme nous contacte nous, on contacte le donneur et on lui dit voilà, il y a une personne issue du don qui demande à connaître votre identité. Vous avez donné il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était anonyme. Donc, à l'heure actuelle, dans le droit, vous pouvez dire je veux rester anonyme, mais sachez qu'il pourra vous retrouver indirectement, ou vous pouvez dire je suis d'accord pour donner accès à mon identité. Donc, fait assez marquant, ce système est rétroactif. Donc ça a donné un calendrier assez complexe. Et puis on avance dans le calendrier, donc on voit un peu le bout, on va dire, du tunnel. Vous voyez, 2 août 2021, c'était la promulgation de la loi.
on n'avait que des anciens donneurs, donc on continuait à utiliser nos anciens donneurs, donc avec un statut d'anonymat, et on a ajouté nos demandes de couples de femmes et de femmes non mariées. Ensuite, les fameux arrêtés qui nous faisaient vivre au quotidien, ils nous ont dit, à partir du 1er septembre 2022, toute personne qui va donner, maintenant, elle sera obligée de donner avec le nouveau régime. Donc, en fait, à partir du 1er septembre 2022 et depuis le 1er septembre 2022, tous les nouveaux donneurs, ils signent tous ces papiers-là en disant qu'ils sont d'accord pour cet accès aux origines. Et pour se constituer une banque qu'on utilisera plus tard, pour l'instant, on est autorisé à utiliser notre ancienne banque. Le système est complexe, mais il a finalement été bien fait pour finir l'utilisation des anciennes paillettes et constituer un nouveau stock de gamètes. La date est maintenant connue de la date où on va passer dans le nouveau régime. Donc c'est le 31 mars 2025, donc ça arrive quand même assez vite. On a plutôt intérêt à avoir épuisé tous nos stocks de gamètes, parce que sinon on sera obligé de les détruire, puisqu'on n'aura plus le droit de les utiliser. Et à partir de ce moment-là, on bascule dans le nouveau régime, où on va utiliser uniquement nos nouveaux donneurs. Donc c'est une grosse problématique, comment faire face à ces nouvelles demandes, s'il y a une baisse significative du nombre de donneurs et de donneuses, parce que les demandes sur le plan médical, elles augmentent beaucoup, et les demandes sociétales, elles augmentent. Donc multiplication des demandes par 6 ou par 7, chute du nombre de donneurs de l'ordre de 80%, et donc on estime, dans les pays qui sont passés à ces nouveaux systèmes, il y a un peu un effet, on va dire, nord de l'Europe. Toutes ces questions d'accès aux origines sont arrivées par la Suède, la Finlande, etc. Ensuite, c'était l'Angleterre, et puis là, on arrive sur la France. Eux, ils ont estimé qu'ils avaient mis 5 à 10 ans pour pouvoir reconstituer leur stock, tout en sachant qu'en France, on est le seul pays où les donneurs ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire qu'ils ont mis 5 à 10 ans pour se remettre de ce changement de la loi, mais les donneurs, il est payé. Tandis qu'en France, c'est bien le seul pays au monde où les dons sont gratuits, comme le don du sang, etc. Chez nous, ça paraît logique, mais dans les autres pays, c'est une exception. Donc voilà, on essaie d'avoir beaucoup d'imagination pour développer des campagnes de publicité. Donc ça, c'était un logo qu'on avait fait faire par l'école de commerce d'Amiens. On avait organisé des petits déjeuners du don, et puis on avait sponsorisé le 4L Trophy. Et donc on avait une équipe d'étudiants qui avait fait le 4L Trophy à l'effigie du Sécos. Et puis ça, c'est la Jules Verne. La Jules Verne, c'est la course à Amiens. C'est tous les ans au mois de mai. Et donc, vous voyez, à la Jules Verne, comme au Sécos d'Amiens, donner tout. Et puis, donc, on a couru comme ça avec nos t-shirts. Couru ou marché pour certains. Voilà, on organise aussi, c'est des petites anecdotes, mais on organise aussi un concours de courgettes spermatozoïdes. Donc là, c'est le vainqueur de cette année. Et donc, on est toujours dans la démarche d'essayer de pouvoir recruter des donneurs et des donneuses. Vous voyez, les plus beaux cadeaux ne sont pas forcément les plus gros. Et on a aussi d'autres logos, un petit peu comme donnez vos gamètes, donnez l'espoir à plein de personnes de pouvoir avoir des enfants. Donc le Sécos, c'est lui qui gère les dons d'ovocytes, de spermatozoïdes et d'embryons. Et je le précise, le Sécos au CHU d'Amiens, c'est le seul centre autorisé pour le don pour toute la Picardie. Il y a un Sécos à Lille pour les Hauts-de-France, et sinon il y a aussi un Sécos à Reims. Mais pour la Picardie, il y a 3 centres d'AMP, mais les 2 autres sont privés, donc il y a un seul Sécos. Et puis, comme ils se sont dit qu'on n'allait pas avoir suffisamment de travail avec l'augmentation des nouvelles demandes, il y a un nouveau chapitre, le 3e, dont je voulais vous parler, qui est l'autoconservation sociétale de gamètes. Alors l'autoconservation sociétale de gamètes, la petite histoire, comme ça vous vous en souviendrez, vous en avez peut-être entendu parler à l'époque, c'est le scandale chez Google aux États-Unis, où Google a été condamné, puisqu'en fait il proposait à des jeunes femmes un contrat, et dans le contrat de travail de ces jeunes femmes, il disait, écoutez, vous avez 25 ans, nous on veut bien vous prendre, mais par contre vous signez le papier, pendant 10 ans, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Mais en échange, comme on est quand même très très riche, on va quand même vous payer une autoconservation
d'ovocytes. Donc c'était assez choquant, le fait de demander à des gens de ne pas accéder à la maternité et de leur payer cette technique pour congeler leurs ovocytes. Finalement, quand on voit le fonctionnement aux États-Unis, c'est quelque chose de très positif. Les jeunes femmes, elles allaient travailler là-bas spécifiquement pour ça, parce qu'elles savaient qu'elles n'auraient pas à payer elles-mêmes leur congélation d'ovocytes. Donc congeler ces ovocytes quand on est jeune, en se disant que avec l'évolution normale des choses, l'âge du premier enfant se décale et qu'on ne sait pas finalement quand est-ce que les choses se présenteront pour avoir un enfant, ça s'appelle l'autoconservation sociétale de gamètes. Congeler ces ovules en attendant l'âme sœur. Côté féminin, donc là la loi française elle prévoit une fenêtre pour que les patients puissent congeler, c'est à partir de 29 ans et ça s'arrête aux 37 ans. Et c'est également possible pour les hommes, à partir de 29 ans et jusqu'à 45 ans. Donc là, on s'est dit, bon, ok, les femmes, elles savent que leur fertilité, elle diminue progressivement avec l'âge, donc on va avoir un certain nombre de patients qui vont demander la congélation d'ovocytes, mais finalement, des hommes qui vont demander la congélation de spermatozoïdes, on ne va pas en voir beaucoup. Et bien ça explose assez étonnamment sur les deux versants, avec une nouvelle mode pour les jeunes, la mode de il ne faut pas avoir d'enfants pour la planète, parce que c'est pas bon, etc. Plus il y a d'enfants, plus la planète, etc. Donc les jeunes maintenant sont fréquemment pris en charge par les médecins urologues qui font ce qu'on appelle des vasectomies. La vasectomie, c'est la contraception définitive chez l'homme, mais les urologues, ils disent, quitte à opérer un jeune d'une vasectomie, on va quand même lui faire congeler ses spermatozoïdes avant de faire sa vasectomie. Donc on a une demande majeure. Il faut savoir aussi qu'au niveau masculin, finalement, la vasectomie, c'est la contraception masculine et que maintenant, beaucoup d'hommes nous disent moi, je veux aussi avoir un enfant le jour où je l'aurai décidé, et pas si ma femme, elle oublie sa pilule, ou si elle oublie volontairement sa pilule. Et donc, en fait, en faisant une vasectomie, en congelant les spermatozoïdes, ils se disent qu'ils pourront décider du moment où ils pourront avoir des enfants. Cette autoconservation sociétale des gamètes, également surprise de cette nouvelle loi, elle est prise en charge par la sécurité sociale. Elle ne peut se faire que dans les centres publics ou privés à but non lucratif, mais là aussi pour la Picardie, il n'y a que le CHU d'Amiens qui est autorisé. Donc les points clés de cette nouvelle loi, je vous ai parlé des points les plus importants, c'est ceux qui ont changé notre quotidien. On a l'impression que tout a été ouvert et que maintenant tout est possible. Finalement, il reste encore des choses qui sont interdites et je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez un petit peu voir quelles seront les éventuelles modifications dans les années futures de la prochaine loi de bioéthique, celle qui aura lieu dans 7 ans. Alors, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, c'est faire des tests génétiques sur les embryons pour savoir le statut des embryons. À l'heure actuelle, on a le droit de faire des tests génétiques quand il y a une maladie qui est connue dans la famille. Vous connaissez peut-être la mucoviscidose. Si des parents ont un enfant qui a la mucoviscidose ou si les parents se savent porteurs des gènes de la mucoviscidose, on va pouvoir rechercher cette maladie sur les embryons pour ne débuter une grossesse et être sûr qu'il n'y aura pas cette maladie qui sera présente chez l'enfant. Ça concerne donc bien des maladies génétiques présentes dans la famille, et par exemple la trisomie 21, qui n'est pas portée par un des parents, n'est pas accessible à ce diagnostic préimplantatoire. Donc là, typiquement, le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, c'est dépister toutes les maladies génétiques possibles en faisant des tests sur les embryons, en particulier la trisomie 21. Ce qu'on appelle l'AMP post-mortem. L'AMP post-mortem, ça concerne malheureusement nos centres d'AMP, toujours dans des contextes très compliqués, avec deux schémas possibles, des inséminations post-mortem. Donc les inséminations post-mortem, l'histoire classique, c'est qu'on a un jeune patient qui vient nous voir au sécos pour congeler ses spermatozoïdes parce qu'il a un cancer. Et donc on va lui congeler ses spermatozoïdes. Malheureusement, l'évolution de sa maladie fait qu'il décède de sa pathologie. Nous, quand il est venu congeler ses spermatozoïdes, il s'est présenté seul. Il n'y avait pas de projet de grossesse, pas toujours de compagne. Et puis un matin, on voit arriver la compagne avec un avocat, voire 2 avocats, et ils nous disent, voilà, monsieur machin est décédé, et donc on vous demande de mettre sous scellé les spermatozoïdes, puisque madame se déclare la compagne de monsieur et souhaite utiliser les spermatozoïdes.
Donc à l'heure actuelle, dans le droit français, il n'est pas possible d'utiliser des gamètes d'une personne décédée, même si celle-ci a donné son autorisation de son vivant, même si elle a écrit dans un testament, etc. Il n'y avait qu'un rare cas en France où ça a été autorisé, mais c'est parce que le patient avait la binationalité française et espagnole, et en fait, l'avocat a dit le patient était espagnol aussi, donc on transfère les paillettes en Espagne, là où c'est autorisé. Le transfert d'embryons congelés, c'est encore une autre histoire. Le schéma est différent, puisque là, c'est des gens qui sont en processus de fécondation in vitro. Donc, ils sont en couple, ils ont un désir d'enfant, ils font une fécondation in vitro, on a des embryons, on les congèle, et puis là, c'est l'accident de voiture. Là aussi, c'est assez classique, ça arrive toujours un lundi matin, où vous voyez une patiente qui arrive qui dit, voilà, mon conjoint est décédé ce week-end, on a des embryons congelés, je demande à ce que les embryons soient mis sous scellés. Donc le projet de loi, c'est aussi une autre petite anecdote, il prévoyait la possibilité que quand on congèle des embryons au sein du centre, on soit obligé de demander aux deux membres du couple qui de ce fait étaient vivants au moment de la congélation, qu'est-ce que vous voulez faire des embryons si vous décédez. Donc c'est une case, il y a plein de papiers à signer dès qu'on est dans tous ces processus, et donc il y aurait une case où on aurait dit à un monsieur, si vous décédez, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre conjointe utilise les embryons? Si monsieur disait oui, à ce moment-là, s'il décédait, on pouvait utiliser les embryons. Si monsieur disait non, à ce moment-là, s'il décédait, on n'avait pas le droit de les utiliser. C'était plutôt bien pensé, jusqu'au moment où le texte, donc écrit, relu plusieurs fois, etc., il passe sur le bureau d'un juriste du droit des filiations. Et en fait, dans le droit français, on ne peut pas être déclaré père d'un enfant si l'enfant naît 9 mois après le décès. Et donc ça a cassé cet article qui, de ce fait-là, ne fait pas partie de la loi de bioéthique actuelle, parce que pour modifier cet article-là et permettre le transfert d'embryons congelés post-mortem, il faut modifier le droit sur la filiation. La procréation et la gestation pour autrui, donc c'est les termes médicaux qu'on utilise pour parler des mères porteuses. Donc procréation, gestation pour autrui. La procréation pour autrui, c'est la femme qui porte la grossesse en tant que mère porteuse, c'est ses propres ovocytes. Donc ça, en général, c'est à cette technique qu'ont recours les couples d'hommes homosexuels, puisqu'ils ont besoin d'une femme qui porte la grossesse, mais ils ont aussi besoin des ovocytes. La gestation pour autrui, c'est la femme qui porte la grossesse, c'est une mère porteuse, mais c'est pas son enfant, entre guillemets, biologique. L'enfant n'est pas issu de ses propres ovocytes. Il est issu de la mère d'intention, puisqu'il y a des femmes qui naissent, qui ont des ovaires, mais qui n'ont pas d'utérus, donc elles ne peuvent pas porter de grossesse, mais elles ont des ovocytes. Ou alors il est issu d'une donneuse d'ovocytes, puisqu'en particulier aux États-Unis, là où il y a le plus de mères porteuses, l'habitude là-bas, c'est de faire une gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Donc, procréation, gestation pour autrui, mère porteuse, c'est un grand débat éthique pour les couples d'hommes qui finalement ont accompagné le projet des couples de femmes à avoir accès à l'AMP dans l'objectif que dans le futur on puisse ouvrir l'AMP aux couples d'hommes également en France, qui à l'heure actuelle ne pourraient passer que par ces mères porteuses. On va reparler un peu après des greffes d'utérus. La maternité partagée, c'est un concept qui est né en Belgique. Alors, le médecin qui raconte ça, c'est toujours assez drôle parce qu'il dit, en Belgique, à l'époque, il y avait quasiment 90% des patientes belges, c'était des patientes françaises qui passaient la frontière pour aller chercher un don de spermatozoïdes. Et lui, très logiquement, il avait des couples de femmes et parfois, l'une était plus âgée que l'autre. Alors, il disait, c'est quand même bête, parce que c'est toujours la femme la plus âgée qui veut porter la grossesse. Alors que si on prenait la femme la plus jeune, ça marchait beaucoup mieux. Et comme les gens payaient la tentative eux-mêmes, il y a quand même un vrai enjeu de réussite par rapport au coût de la tentative. Donc lui, il a eu l'idée de prendre les ovocytes de la femme jeune, de les mettre en contact avec les spermatozoïdes du donneur et de replacer les embryons obtenus dans l'utérus de la femme qui voulait porter la grossesse, c'est-à-dire la femme la plus âgée. Donc lui, il a créé ce concept de maternité partagée qui finalement est très demandé par les couples de femmes à l'heure actuelle. Parce que les couples de femmes, elles disent, comme dans un couple hétérosexuel, la femme, elle porte l'enfant de son conjoint. Nous, en tant que couple de femmes, on veut porter l'enfant de son conjoint. Et finalement, quand la femme accouche, celle qui accouche est reconnue mère de l'enfant,
La femme 2 est reconnue mère de l'enfant également, mais la génétique, c'est la femme numéro 2. Donc ça n'est pas possible en France, ça fera certainement partie des prochaines avancées. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, parce qu'il y a quand même une petite différence. C'est qu'un couple de femmes, s'il n'y a pas de souci, on va faire une insémination à la femme qui va porter la grossesse. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire une fécondation in vitro. La différence, c'est de l'ordre de 300 € l'insémination et 8 000 € la fécondation in vitro. Mais si demain ça s'ouvre, je pense que tous les couples de femmes seront plutôt demandeurs de cette technique. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, même si c'est ouvert en France, il y a des couples de femmes qui vont encore en Belgique pour bénéficier de cette technique. Donc finalement, on a plusieurs questions. On parle souvent de ce petit triangle, parce qu'en fait, on rencontre des gens, on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire pour eux, parce qu'ils sont en face de nous, on a appris à les connaître, etc. Mais on doit penser triangulaire avec qu'est-ce que je peux faire dans le cadre de la loi, dans le cadre des recommandations. Et puis finalement, en équipe, on va décider de qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis parfois, ce n'est pas toujours ce qu'on voulait faire au départ. Donc je vais maintenant terminer peut-être avec une ou deux petites vidéos. La première qui concerne donc la prise en charge en don de spermatozoïdes des femmes non mariées. Nous, on s'attendait à voir arriver des patients de 35, 37, 38, 40, 42 ans. Et puis finalement, on a des patients très jeunes qui viennent nous voir pour une demande de don de spermatozoïdes, des patients de moins de 30 ans. Et on l'a dit tout à l'heure, finalement, une patiente, à partir de ses 18 ans, elle peut venir nous voir. Donc ça a donné lieu, il n'y a pas très longtemps, à un reportage sur France 2. Donc je vais vous passer la vidéo, on a testé le son tout à l'heure, ça marchait très bien. Son unique rêve, c'est de devenir maman. Ce matin, Natacha Moron a rendez-vous au CHU d'Amiens. Elle a pris une décision qui va changer sa vie, faire un bébé tout seul, à 26 ans. Je pense que le désir d'enfant est tellement fort et ancré en moi depuis toujours que ça ne pouvait pas plus attendre. Je n'ai pas de prince charmant et j'ai un peu cherché quelqu'un et en fait je me suis aperçue que je cherchais un père plus qu'un compagnon et une relation comme ça peut pas fonctionner, aboutir et du coup pourquoi pas toute seule. Pour l'instant, elle a renoncé à être en couple. Impatiente de donner la vie, elle va bénéficier d'une PMA, une procréation médicalement assistée. La loi française l'a ouverte aux femmes célibataires il y a un peu plus de 2 ans. J'ai rendez-vous pour une insémination. Alors, à quel moment c'est grâce à un don de sperme qu'elle espère devenir mère. Du donneur, elle ne connaît que la couleur de peau, la sienne. Elle laisse faire le hasard. Elle n'a pas choisi de sélectionner d'autres critères comme le permet la loi. L'insémination va être réalisée en quelques minutes. C'est positif, comment ça se passe pour la suite? Alors, quand on réalisera une nouvelle prise de sang une semaine plus tard pour voir l'évolution du dosage du bêta-HCG, Natacha n'est pas un cas isolé. Les jeunes femmes célibataires qui tentent l'aventure de la PMA sont de plus en plus nombreuses. La moitié des demandes concernent des femmes seules. Elles souhaitent fonder une famille, elles souhaitent le faire de manière indépendante. Elles n'ont pas envie d'avoir la pression de l'attente de rencontrer la bonne personne. Natacha s'est beaucoup interrogée sur son projet. Avant de le concrétiser, elle a attendu d'avoir un emploi fixe, elle est dessinatrice, elle a acheté un appartement, mais surtout elle a entrepris une thérapie. J'ai été suivie par une psychologue pour confirmer tous ces choix, pour être sûre avec moi-même que j'étais prête à me lancer là-dedans. J'avais besoin de réponses à certaines questions. Est-ce que c'était pas égoïste envers l'enfant? Est-ce que mon enfant, il allait quand même grandir normal, sans traumatisme, s'il avait qu'une maman? Et en fait, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a répondu à toutes mes questions. Face à sa détermination, son entourage, sa famille, ses amis ont choisi de la soutenir. Sa mère, un peu sceptique au départ, a finalement adhéré à son projet. Elle ne sera jamais seule, si besoin, le soir, le week-end, on peut être là. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle prend cette décision dans ce parcours de PMA seule que demain il n'y aura pas un homme qu'elle va rencontrer et ça se passera très bien. Les schémas familiaux ont évolué. Le couple
n'est plus un modèle incontournable. Selon de récentes études sociologiques, les femmes qui choisissent la parentalité solo mettent en place différentes mesures d'accompagnement pour élever leur enfant. Elles bâtissent tout autour de cet enfant à venir tout un réseau amical, familial pour justement soutenir cette parentalité. Très nombreuses sont celles qui ont même prévu des dispositions chez un notaire en cas d'incapacité pour elles de s'occuper de leur enfant. Et leur devenir n'est pas plus compromis que des enfants qui grandiraient dans un couple classique. Régulièrement, l'association Maman Solo organise des rencontres entre ces mères célibataires qui ont bénéficié d'une PMA pour échanger, se soutenir. Margot Gandelon en est la présidente, elle a des jumelles. Ne pas être en couple, elle n'y voit que du positif. Je sais vraiment pas comment font les gens qui sont en couple pour s'occuper aussi de leur couple, en plus des enfants. Je préfère que j'ai des seuls parce que j'ai pu choisir les prénoms, l'éducation, l'allaitement, le maternage, leur future école, leur éducation. Enfin, c'est génial de pouvoir gérer seul. Pour Juliette, 32 ans, mère de Maddy, tout n'est pas aussi simple. Elle aurait préféré faire un enfant à deux, mais elle n'a pas trouvé le compagnon idéal. Je ne regrette pas et je ne regretterai jamais. Ça n'en demeure que c'est difficile, ce sera difficile. C'est tous les petits instants de bonheur, comme les petits instants de difficulté, qui, comme une oreille quotidienne attentive, c'est un peu difficile à pas avoir, quoi. Natacha, elle, espère bientôt rejoindre ce clan des mamans solo. L'insémination qu'elle a réalisée n'a pas fonctionné. Elle va faire une nouvelle tentative. Elle reste déterminée. Donc vous voyez tout de suite que ça soulève beaucoup de questions. Au départ, on s'était dit, alors de manière assez paternaliste, comme il ne faut jamais le faire en médecine, bon, les femmes seules, jeunes, on ne va pas les prendre en charge. On va attendre qu'elles aient 30 ans, on va attendre qu'elles rencontrent la bonne personne. Puis finalement, les associations, les patientes, elles étaient là et elles demandaient d'être prises en charge. La problématique, c'était de se dire quelqu'un qui est jeune n'est pas assez mature. Mais finalement, vous aviez des jeunes de 26 ans qui sont largement plus matures que d'autres femmes de 38 ou 40 ans que vous pouviez avoir sur le projet en question. Donc le parcours, c'est un parcours médical, psychologique et social. Donc il y a plusieurs entretiens médicaux, 2 entretiens avec la psychologue et un entretien avec l'assistante sociale. Donc c'est pas une décision qui est prise sur un coup de tête, c'est pas en un rendez-vous où on a accès à la PMA. Mais globalement, c'est des patientes qui suivent des parcours qui vont durer 1 an à 1 an et demi pour bien préciser leur choix, être bien entourées. Et la notion des personnes ressources, comme vous l'avez compris, est très importante. Dans les questions finalement qui se posent, c'est jusqu'où on peut repousser les limites. Et là, je vais vous raconter une autre petite histoire de cet homme, Thomas Beatty. Donc, il est américain, il a participé à une émission française qui s'appelle Secret Story. Donc dans cette émission, l'idée c'est que chacun a un secret, il faut que les autres y trouvent quel est le secret de cette personne-là. Et Thomas Beatty, ça a été le premier homme officiellement enceint, puisque c'est comme ça qu'il faut dire. Et donc Thomas Beatty, vous voyez qu'il a eu 3 enfants en fait, par don de spermatozoïdes, puisque c'est un patient transgenre, c'était une femme auparavant qui a fait un parcours de transition pour devenir un homme, mais qui a gardé son utérus. Et donc quand il a rencontré sa conjointe, qui elle avait eu un cancer du col de l'utérus et à qui on avait retiré l'utérus, elle ne pouvait pas porter d'enfant, ils avaient besoin ensemble d'un don de spermatozoïdes, puisque lui n'avait pas de spermatozoïdes, elle n'avait pas d'utérus, mais lui avait un utérus. Donc il a été, on va dire, le premier homme dans l'histoire, ou en tout cas médiatisé officiellement, à être enceint. Ça nous ouvre un autre champ, un autre débat, qui est la question de la greffe d'utérus, puisque la greffe d'utérus se développe donc dans tous les pays. À l'heure actuelle, en France, on a déjà eu 2 patientes qui ont bénéficié d'une greffe d'utérus, et la première a été enceinte 2 fois. Donc on a 3 enfants qui sont nés de greffe d'utérus en France. Alors forcément, on pense greffe d'utérus quand on pense des patientes femmes qui n'ont pas d'utérus, soit parce qu'elles ont une maladie génétique qui font qu'à la naissance elles n'ont pas d'utérus, soit parce qu'elles ont une opération qui font qu'on est obligé de leur retirer l'utérus, c'est soit un cancer, soit de graves accidents de voiture.
Mais il y en a qui ont franchi le cap d'après. Et le cap d'après, c'est de se dire, comme les mères porteuses, ça coûte très très cher, puisque les mères porteuses aux États-Unis, c'est entre 150 000 et 200 000 euros. Comme les mères porteuses, sur le plan éthique, c'est quand même décrié, finalement, ce serait peut-être plus simple de greffer des utérus aussi à des hommes. Donc les choses vont très très vite dans ces domaines-là. Donc en France, il n'est pas question de faire des greffes d'utérus aux hommes. Je rassure les hommes de l'assistance en leur disant que l'accouchement après greffe d'utérus, c'est une césarienne. Mais ça, forcément, ça a été tenté, c'est tenté dans le monde. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'enfant né suite à une greffe d'utérus chez un homme, mais peut-être que dans 5 ans, on se sera tout à fait revenu en arrière. Donc finalement, la prochaine loi de bioéthique, qui sera la 5e, donc dans 7 ans, ce sera peut-être la question de la PMA pour tous, puisque parmi tous les champs qui restent à développer, il y a aussi la question de cette prise en charge des hommes. Voilà, le service de PMA, l'ensemble des membres du service. Là, vous voyez un petit ovocyte qui a été prélevé dans le cadre d'une fécondation in vitro. Puis vous voyez qu'en PMA, il faut avoir une positive mentale attitude pour pouvoir faire face à toutes les situations. Voilà, on avait prévu de garder un temps d'échange.